Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, comme toujours, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes, deux missions complètement différentes, mais deux missions essentielles. Restez en ondes. La Fondation des pompiers est fière d'apporter son soutien à la cause des grands brûlés depuis maintenant 30 ans. En tant que seule fondation à déployer de nombreux efforts dans le but d'appuyer les centaines de personnes traitées dans les 2 centres pour grands brûlés du Québec chaque année. Depuis 1988, merci de marcher côte à côte avec la Fondation. Afin de faire une différence pour ces victimes de blessures graves. Merci de contribuer à améliorer le sort de ces personnes. Et à soigner leurs blessures. Parce que oui, chaque blessure compte. Votre appui est devenu indispensable pour toutes les familles de ceux et celles qui ont besoin de traitement, de réadaptation ou encore de soutien. Vous permettez d'améliorer les soins qui sont procurés aux victimes. Mais aussi de financer des programmes de recherche et de réadaptation. De promouvoir la prévention des incendies et de brûlures. Et d'offrir la possibilité aux jeunes brûlés de vivre une semaine inoubliable au camp d'été. Toutes les fois que vous avez fait un don, achetez un calendrier, organiser une collecte de fonds ou participer à une activité. Vous nous rappelez l'importance qu'un simple geste peut avoir sur la vie des grands brûlés. Sans vous, et sans votre implication, nous ne pourrions accomplir cette importante mission. C'est pourquoi, à chaque action que vous poserez pour les grands brûlés, la Fondation ne peut que vous dire merci. Alors, vous l'aurez deviné, si vous avez été attentif, on est avec la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir une chargée de projet dans l'organisation, Marie-Josée Chalifour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Ça a mis la table, ce clip-là, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation des pompiers. Je commence toujours parce que des fois, on ne sait pas le clip a été fait quand. Est-ce qu'on est encore aligné avec ce qu'on vient d'entendre? Oh oui, tout à fait. Ça a été fait une année avant la pandémie, donc je vous dirais qu'il n'y a pas plus que 4 ans. On n'est pas au milieu de ce que vous êtes. Excellent. Je vais y aller, puis mon Dieu, je vais avoir l'air un peu niaiseux, mais moi, quand je pense à Fondation des pompiers, le calendrier est une affaire qui n'arrive pas très, très loin dans ma tête. C'est drôle, je m'y attendais. C'est drôle. Comment j'amène ça là, en douceur et en subtilité? Deux choses qui ne sont pas ma force. Mais le calendrier, ce n'est pas que ça. Le calendrier, c'est un moyen, c'est un levier, j'imagine. Donc, on va parler du calendrier peut-être un peu plus tard. On va se garder ce plaisir-là, on le débattra plus tard. Qu'est-ce que c'est la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés? On comprend qu'il y a un bout que ça comprend des pompiers, puis on comprend que c'est pour les grands brûlés. Hein, le nom enlève un peu le suspense. Mais à quoi vous servez exactement? Écoutez, on sert à appuyer, soutenir les grands brûlés de tout le Québec. Évidemment, c'est pas une fondation qui est municipale, mais bien nationale. Il faut savoir qu'il y a des centaines de... Et là, je précise, il n'y a jamais de mauvaise cause. J'entendais que vous disiez que, vous faites chaque semaine, puis chaque personne qui passe ici, c'est sûr ce qu'ils font, c'est essentiel. Mais il y a il y a des centaines d'organismes pour le cancer, pour les enfants, et ils ont tous leur place. Mais pour les grands brûlés, il n'y en a qu'une. Oh! Et, ça règle la question. Et voilà. Donc, de là relève un peu son importance, je dirais, face à tous ces incidents tragiques que les gens peuvent vivre, parce qu'il faut se le dire, un brûlé, c'est toujours dans des circonstances tragiques. Il y a ça qu'il faut gérer aussi. Donc, ça aussi, je reviendrai, moi, un petit peu plus tard là, sur l'aspect suivi psychologique, l'aide directe et tout. Mais la Fondation sert, mais en fait, on touche aux 3 paliers par où passe le grand brûlé, finalement. Son arrivée aux soins intensifs, son suivi en réadaptation et, en fait, même pour le reste de sa vie, on l'accompagne aussi. Donc, ce sont les 3 grandes parties et comme on est la seule fondation à s'occuper d'eux, c'est ça notre mission première, c'est soutenir à tous les points de vue les personnes qui ont été brûlées. Ceci dit, par accident, puis même, on oublie là, souvent que c'est pas juste thermique, là, c'est pas juste comme on a malheureusement vécu il y a quelques mois dans le Vieux-Montréal. Ouais. Oui, il y a des incendies, mais beaucoup de brûlures domestiques, beaucoup d'électrification. On oublie aussi souvent
les blessures à motocyclette, là, c'est ce que c'est. En bicycle à gaz. En bicycle à gaz, c'est ça que j'allais dire, mais je me suis... C'est correct. Moi, c'est à ça que je cherche, moi, là, à ramener ça de même. Parce que c'est des brûlures par frottement qui peuvent être aussi importantes. Oui. Donc, ça l'englobe tout ça. Et oui. Oui, ben non, c'est parfait. Quand on parle de grand brûlé, on comprend. Des fois, je suis un peu niaiseux, je sors un plat du four puis je me brûle une petite affaire. Évidemment, je me considère pas un grand brûlé. Est-ce que c'est un pourcentage de couverture du corps, la brûlure, ou c'est juste médicalement parlant, on détermine ça, c'est un grand brûlé? Il y a d'emblée, quand vous êtes, évidemment, comme vous dites, pas un doigt, mais quand les extrémités pieds, mains, pardon, sont sérieusement touchés, là, on parle plus de pourcentage. Okay. C'est la mobilité, c'est l'avenir de la personne, donc oui, on est admis au grand brûlé. Okay. L'autre facteur, c'est qu'il faut être brûlé. Sinon, on va vous voir pareil à l'unité, mais en externe, qu'on appelle. Si, par contre, vous avez plus de 10% de votre superficie corporelle brûlée à plus de 30%. OK, oui, je vous suis. 2e degré profond et plus, là, vous êtes à l'unité. Je suis content d'avoir fait mes maths fortes. Je vous ai suivi jusque-là. Si, par contre, vous êtes brûlé à moins de 30%, mais du 3e degré, du 2e profond au 3e degré, même si c'est sur une plus petite surface, ça nécessite des soins très spécialisés. Et fait intéressant, les chiffres sont toujours, je trouve qu'ils ne sont pas révélateurs quand on parle de pourcentage. 30%, moi, en tout cas, dans ma tête, ça sonne pas si grand que ça. Moi, ça sonne plus grand, on dirait. Oui. Peut-être. J'ai plus de territoire à couvrir. Mais sachez que votre propre main représente 1%. OK. De votre corps. Ça donne une bonne idée. Exact. Donc, quand on fait l'exercice, qu'on prend sa main puis qu'on la place 30 fois sur notre... On se rend compte que finalement, c'est pas mal. Quand même. Ouais. Puis, inquiétez-vous pas, là, les gens, là, vous n'avez pas besoin de calculer, j'imagine, votre niveau de brûlure et votre couverture de brûlure. Non. D'après moi, l'hôpital va s'en charger. Tout à fait. Puis comme on rencontre des pompiers en visite là, depuis quelques semaines, puis on leur dit, là, c'est 30%, mais si vous êtes à 28 ou 31, je veux dire, on se comprend, là. Oui, on s'entend. Donc, la Fondation, elle prend, évidemment, elle se positionne où entre ce que fait l'hôpital, ce que fait les soins médicaux, puis la Fondation, parce que, je veux dire, il y a... je suis allé visiter le CHUM il n'y a pas très longtemps pour un exercice, puis là, j'ai vu votre plaque à l'entrée de l'unité. Fait que je me dis, il y a des spécialistes qui, clairement, sont surspécialisés dans ce domaine-là et font ce qu'il y a à faire. Puis vous arrivez où dans ce casse-tête-là? Je trouve... Très, très intéressant comme question, parce que... Puis je vais revenir sur l'aspect que je trouve très intéressant là-dedans, mais je vais répondre plus pragmatiquement. Là. En fait, nous, on s'occupe, tout ce qui est comme CHUM, soins intensifs, nous, on est là pour le plus. Okay. La Fondation ne s'occupe pas de la structure, des infrastructures, des salaires. Ça, c'est vraiment le ministère qui gère. On paie nos impôts pour ça, c'est réglé. Et voilà, c'est réglé. Donc, nous, on s'occupe de ce qui est vraiment l'équipement sûr et hyper spécialisé dans les unités. Après ça, on s'occupe principalement de la recherche, qui est notre deuxième aspect, en fait même qui est maintenant devenu notre premier aspect important, puis l'aide directe, comme je disais. Là où je disais que c'est intéressant, votre question, c'est que de façon générale, je dis bien, là, les citoyens ont quelquefois le réflexe de dire « Ouais, mais pourquoi on donne de l'argent à des fondations? Le gouvernement, il est là. Mm-hmm. » On l'a souvent, ce réflexe-là, puis il est légitime, là. Mais la réponse, en fait, c'est la seule et la vraie réponse, c'est que dans les normes du ministère de la Santé, son premier devoir, là, c'est de nous sortir de là en santé avec les moyens qu'on a. Exact. Par contre, le ministère n'est aucunement tenu de respecter des chiffres, de le faire rapidement, de s'assurer qu'on a un suivi psychologique. Donc, les fondations en général, la nôtre comme bien d'autres au niveau de la santé, c'est là qu'on amène notre point majeur. On est passé en 12 ans, juste pour vous dire un chiffre, puis en fait, même le ministère de la Santé, il gagne, là, parce qu'on est passé de 3 jours par pourcentage de brûlure aux soins intensifs à 1,2. C'est énorme. On parle de 80 jours avant à environ 35. C'est significatif. Exact. Ça, c'est la recherche qui a amené ça. C'est l'équipement qui est de pointe et tout ça. Donc, oui, c'est à ça qu'on sert les fondations principalement. Ah ben quand même.
quand même, parce que quand un grand brûlé rentre chez vous, c'est aussi toute une famille, souvent, qui en vit les contre-coups, et il n'y a pas des centres de grands brûlés à tous les coins de rue. Non, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, donc ça amène du déplacement, ça amène des absences. Donc, de savoir qu'on peut réduire, en tout cas, du moins, la portion de soins intensifs, c'est significatif. Puis la recherche, sur votre site, là, je pense qu'on parle à peu près de 80% de votre financement va à la recherche, en tout cas dans la part de tarte, oui, grosso modo. Après ça, bon, oui, il y a un fonds d'urgence, de l'aide, fonds régional, puis il y a des camps d'été aussi qu'on a entendu dans le clip audio. Ça, grande surprise pour moi, je ne savais pas, absolument pas. Et ce qui est extraordinaire dans cette émission-là, c'est que je réalise que je ne sais pas grand-chose à chaque semaine, mais... Non, mais c'est parfait parce qu'on peut pas te connaître. Puis je vous écoutais tout à l'heure, puis je me disais, wow, j'ai l'envie, il doit apprendre plein de choses tout le totalement, temps. Totalement. Je réalise un peu plus chaque jour combien je suis niaiseux. C'est bien fun, cette émission-là. Mais les camps de jour, j'imagine que c'est pour des enfants brûlés. Ben, voilà. Exactement. Okay. C'est pour les enfants brûlés. Je vous dirais que c'est relativement nouveau là, pour la Fondation. C'est venu avec... Quand la Fondation a été créée, il y a 30-32 ans, c'est suite à l'incendie de Chappet. Pour les plus vieux d'entre nous pourront un peu s'en souvenir, pour les plus jeunes, non. Donc, je ferai un aparté très, très rapide. Dans les débuts des années 80, à Noël, à Chappet, tout près de Chibougamau, il y a eu... les normes d'incendie n'étaient pas au point, là. Clairement, c'était dans un centre communautaire, il y avait une porte de sortie. Et c'était une fête de Noël, et il y a un Zouin qui a décidé que lui, il allumait le sapin de Noël, qui était naturel. Allumer le sapin de Noël, OK. Ouais. Bon, écoute, on a tous des mauvaises idées des fois. Là, mais là, c'est... C'est un next level. Oui, c'était une pas pire. Ouais. Et il y avait 180 personnes environ dans la salle, et ça a été à une vitesse exponentielle, et une porte de sortie, on s'entend. Donc, c'est ça qu'un sapin de Noël, là. Très sec. Puis en plus que c'était après Noël. Donc, il y avait eu le temps de sécher. Ouais. Et finalement, on s'est ramassé avec 38 personnes gravement brûlées, 47 décès. Ouch. Et les pompiers se sont rendus compte, parce qu'il y a eu de l'aide de partout alentour, là, de Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et tout ça, et qu'au risque de leur propre vie, finalement, on n'avait pas d'infrastructure au Québec. Donc, de là est née la Loto-Pompier, la Fondation et tout ça. Donc, je m'en allais où avec ça? On parlait des camps de jour, puis là, on faisait un petit aparté sur l'histoire. Exact. Donc là, les pompiers ont, dès le départ, levé la Fondation sans impliquer et tout. Et avec le temps, donc près de 20 ans après, on a reçu beaucoup de demandes des pompiers qui disaient « J'aimerais ça, moi, que les collectes qu'on fait, puis tout ce qu'on fait, ce soit plus concret, plus direct. » Donc, c'est là qu'a été mis tout l'aspect aide directe, psychologique, camp d'été et tout. Donc, ça n'a pas plus que 10 ans. Le camp d'été, lui, a juste 6-7 ans environ. Oh, je suis pas trop en retard. Non, environ. C'est l'aspect humain, psychologique, en fait, il est plutôt neuf à la Fondation. Là. Ah, excellent. Ben, écoutez, le temps passe super vite. On est déjà rendu à la moitié de notre entrevue. On va prendre une courte pause. Okay. Puis, ben, on va attendre Steve Brisebois, tiens, pendant cette pause-là. Ah oui. Voilà. Ce que je peux dire aux pompiers qui sont en service présentement, malgré le fait qu'on peut penser qu'il n'y arrive pas beaucoup d'incendies puis qu'on est en sécurité avec notre habit de combat, j'ai été brûlé à 67% du corps, 16% au niveau des voies respiratoires avec un habit complet, la cagoule, le masque, les gants. Ça peut vous arriver n'importe quand, tout appel banal soit-il. Les grands brûlés, c'est une cause qui nous tient à cœur parce qu'on peut être impliqué directement, notre famille, nous-mêmes, Grands Brûlés, parce qu'on fait face à ce danger-là. Il y a une chose qui est intéressante. L'unité des Grands Brûlés, ici, vous pouvez venir la visiter. Et une fois qu'on la visite, vous allez voir, votre philosophie va changer. Vous êtes ceux qui risquent de faire les premiers soins aux Grands Brûlés. Venez voir où que les sous vont aller. J'invite tous les pompiers à faire des activités, à sortir de la caserne, à appeler la Fondation des Grands Brûlés pour savoir s'il y a des activités qu'ils peuvent faire ou les suggestions qu'ils peuvent donner. Puis la Fondation est là pour vous aider. Seulement 500 $, 1000 $, juste l'action va faire que ça va aider la Fondation. Donc, n'ayez pas peur, tout montant est bon pour la Fondation. Alors, on vient d'entendre, c'est Steve Brisebois, là, qui était, je crois, capitaine du service de sécurité incendie de Montréal et lui-même grand brûlé, comme il l'a indiqué. Parce que les pompiers, ça me semble évident, mais peut-être pas pour tout le monde, se mettent à risque, évidemment, eux-mêmes, malgré tout le kit là, qu'on voit, puis on a de l'air à penser que c'est des astronautes qui sont protégés à 100%. De la fumée, ça
ça crée des enjeux, mais il y a aussi des risques de brûlure. Donc, cette fondation-là, qui vient en aide aux grands brûlés, vient aussi parfois, j'imagine, je vais dire un peu malheureusement, par la bande, soutenir des pompiers qui ont été blessés au travail. Oui, et c'est pour ça que c'est un lien naturel que tous les services d'incendie ou à peu près de la province, malgré, comme je vous disais tout à l'heure, le plein de causes qui sont vraiment excellentes, c'est pour ça qu'ils ont un petit coup de cœur pour ça, parce que c'est vraiment ça qu'ils affrontent tous les jours en tant que pompiers, mais aussi quand ils voient les citoyens et tout. Donc, heureusement, ils n'envoient pas 4 fois par semaine des gens brûlés, puis c'est une bonne affaire. Tout le monde est content de ça. Mais c'est ça quand même qui est le plus proche d'eux. Donc, oui. Et effectivement, ils ont de plus en plus même, le matériel est bien pensé. Mais si on prend le cas de Steve, c'est vraiment un accident. En tout cas, je vous épargne les détails techniques d'une extinction là, vraiment de feu, mais il y a l'appareil respiratoire et tout, et on appelle ça une longueur dans le jargon, le boyau. Il faut tirer dessus pour le ramener, et Steve le tenait pas bien. Donc, le tuyau, la longueur a comme accroché, a tout décroché. Son appareil respiratoire et le casque qui est sorti avec. Il était pris dans une cage d'escalier où les escaliers venaient de tomber en plus. Oh, là. Dieu, okay. Donc, oui, le matériel, mais il y a une limite à tout, oui, effectivement, oui. Oui. Ah, wow. Ça aide à comprendre très rapidement. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on passe ces 2 clips audio-là. Encore une fois, aussi l'histoire de Steve. Puis il y a plein de clips disponibles, super intéressants, des belles histoires qui sont disponibles sur le site web. Je vais donner les coordonnées tantôt. Un autre truc que j'ai trouvé extraordinaire, parce que qui dit brûlure, oui, on peut penser à l'apparence physique, là, c'est sûr. Hein? C'est bien évident, mais il y a une douleur qui vient avec ça. Et j'ai entendu parler d'un projet de réalité virtuelle que j'ai vu à quelque part sur votre site. Oui. Parce que la douleur, ça se traite, ça se contrôle de différentes façons d'y arriver. Puis je pense que vous avez contribué, en tout cas, à un projet là, qui est assez unique, qui s'appelle le projet Dream, c'est ça? Exact. C'est notre projet phare. On est très, très, très fiers. On le fait en collaboration avec Sainte-Justine. Évidemment, on espère qu'un jour, ça va être appliqué aux adultes, mais vous comprendrez que d'abord, ça a été fait pour nos petits brûlés. Okay. Parce que la médication, c'est plus compliqué chez un enfant de 2, 3, 4 ans. On veut pas aller à la morphine, on veut pas... il y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et c'est très... Et souvent, les enfants, il faut savoir là, que ils sont majoritairement brûlés deuxième profond. Ils n'ont pas beaucoup de 3e degré chez les enfants. Ce que ça veut dire dans la vraie vie, c'est que ça fait doublement mal. Parce qu'un 3e degré, là, je ne sais pas si je vous apprends, mais un 3e degré, ça fait pas mal. Ah! Parce que les terminaisons nerveuses sont tous brûlées. Ah, bon, ça règle la question. Ça règle la question. Okay. Donc, ce qu'il y a de plus souffrant dans la vie, c'est le 2e et 2e profond. Et plus de 90% des enfants Sainte-Justine, c'est du 2e profond. Donc, c'est très, 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 très douloureux. Il y a beaucoup de débridements, tout ça. Donc, les chercheurs de Sainte-Justine nous ont demandé de contribuer à cette recherche-là sur laquelle, avec un casque de réalité virtuelle, durant les manipulations, les mobilisations de plaies, on leur donnerait ça, voire au lieu, aucune médication. Juste ça, comment ça réagirait. On a été contents, là. C'est 70% qui n'ont... En fait, c'est pas vrai, je me reprends. 30% qui n'ont pas senti de douleur du tout et 70% sont passés de niveau, mettons, 8 sur 10 à 2 ou 3 sur 10. Wow! Avec juste la stimulation visuelle d'un casque de réalité virtuelle. Oui, parce qu'ils sont dedans, ils sont immergés. Là. C'est magnifique si jamais, en tout cas, vous avez peut-être... on monte le casque, on monte un peu la vidéo qu'il y a dedans, mais c'est sûr que c'est pas du 3D comme si on était dedans. Non. Et donc, il va être officiellement, là, vu que les chiffres sont bons... en route pour Sainte-Justine en août 2023. Ah, wow! Quel beau projet. Si ça va aussi bien, on va aller chez les adultes aussi. Oui, je comprends. Pour refaire une vidéo qui va fitter avec les adultes, là, mais... Parlant de stimulation visuelle... c'est bon, ça! Je retiens ça. J'ai trouvé mon angle pour m'en aller discrètement vers le calendrier des pompiers. Ça fait combien de temps que ça existe, ce calendrier-là? 24 ans que je suis à la Fondation. 23. OK. 23. 23 ans de je vais dire de corps de pompier, du corps de métier au complet. Ça représente quoi le calendrier pompier parmi tout ce que vous faites comme activité?
Bon, là, on va être honnête, ça l'a représenté dans les premières années près de 60% de tout ce qu'on faisait. Ah oui, il y avait un public très je vous jure, intéressé. C'était un engouement. Là, si vous avez quelques heures, là, c'est épouvantable tout ce qu'on peut raconter. Puis, en fait, je suis pas sûre qu'on peut le raconter, mais bon. Alors qu'on est diffusé, je pense qu'on est correct, là, mais on gardera peut-être ça pour une autre fois. Pour une autre fois. Voilà. Exact. Non, je fais des blagues, mais par contre, je vous dirais que depuis 6-7 ans, je dirais, c'est devenu une activité parmi tant d'autres. Je comprends. Ça s'explique, je crois, par tout simplement quand on parle de marketing ou un produit qui a atteint sa maturité. Oui. La génération plus jeune est très différente aussi. Le papier... sont pas là. Non, on voit moins de calendrier papier dans une maison, puis au bureau, on sait jamais si on peut mettre un calendrier pompier ou pas, là, mais... Oui, ça c'est vrai, là, mais... Oui, c'est vrai, fait qu'un changement générationnel d'habitude, clairement. Oui, clairement. Puis c'est sûr qu'on a repensé aux versions qui pourraient être plus électroniques et tout. Ça peut sembler bizarre à dire, mais c'est beaucoup d'investissement pour quelque chose qu'on n'est pas sûr. Oui. Donc, il faudra avoir des ententes avec Apple, Google pour mettre ça dans nos fonds d'écran de Team ou whatever. Ou bon. Sans savoir si ça va marcher. Exact. Donc, pour l'instant, on garde parce qu'on fait quand même des sous avec, là, qu'on s'entende. Là. C'est quand même... oui, j'en mets souvent dans des bonnes Noël. Je vais vous oui, puis vous n'êtes pas le seul. Voilà. Là. Écoutez, mes chiffres viennent de sortir pour l'année là, qui viennent. Là, on arrive quand même à tout compte fait là, près de 70 000 nets. Là. C'est pas rien. Là. Non. Mais là, pour mon estime, rassurez-moi, dites-moi, c'est pas vraiment juste des pompiers que vous avez engagé des mannequins. Non. C'est ça? Non. Non. Je peux pas me dire que c'est juste des mannequins, c'est vraiment les pompiers. Puis vous pouvez pas dire non plus que c'est du Photoshop, ça, parce que je l'entends souvent. Ouais, non, je peux pas m'accrocher à ça. Bon. Non, mais c'était bien le fun de vous avoir parlé, je vous remercie beaucoup. Mais la seule affaire que vous pouvez vous raccrocher, par contre, c'est que c'est pas la majorité, là. Non, parce que c'est ça. C'est ça, je vais vous avouer, j'étais là à ma caserne il n'y a pas longtemps. Non, c'est que c'est pas la majorité, là. On en prend 12 sur 200 candidatures, là, donc il faut retenir ça, là. C'est oui, pas... ben non, OK, parfait. Bon, je me sens à peine un peu mieux. Merci. Merci. Mais non, c'est vrai, parce que quand on pense à la Fondation, ben, tu sais, le calendrier n'est jamais très, très loin. En fait, il est même souvent avant. Ben oui, effectivement. Puis tant mieux, parce que le calendrier, ça fait plaisir. Et en plus, ça contribue au financement de la Fondation. Il y a d'autres moyens de financer. Les gens peuvent organiser des activités s'ils veulent soutenir la Fondation. Comment on peut justement lever des fonds pour vous aider? En fait, le plus facile, on a maintenant une plateforme là, de collecte de fonds où tout est vraiment clair, bien expliqué, tout ça, où tout est déposé là, qui s'appelle Défi des pompiers. .ca. Donc là, vous pouvez organiser ce que vous voulez. Évidemment, on doit approuver l'événement, là, mais ça, c'est une affaire de rien. Et c'est très bien fait. Là, vous faites vos affaires, les gens font des dons, ils ont leur reçu d'impôt directement. Donc, non, c'est vraiment bien. Oui. Et il y a toujours nos grandes activités. Quand les pompiers sont dans la rue qui collectent, il faut donner généreusement, évidemment. On a aussi ça, par exemple. C'est devenu notre activité phare. C'est vraiment là où on excelle, et même si bien d'autres fondations le font, on a une petite twist un peu personnelle qui fait honnêtement, on est le meilleur dans ça. On a notre fameuse loto-voyage où on fait tirer un crédit voyage de 3 600 $ par semaine pendant 1 an. Oh! Exact. Quand même. Donc, puis on n'a pas de période de blackout, nous, vous pouvez partir, en tout cas, tout ça. Fait que ça, cet automne, surveillez ça, là, si vous voulez ça. Fait que maintenant, achetez pas juste le calendrier, achetez aussi la loto-voyage. La loto-voyage, voilà. Il y a même, je pense même qu'on peut faire personnaliser des bâtons de hockey où il y a une partie de ristourne qui retourne. Oui, ils sont beaux. Oui. Je joue pas au hockey, mais j'avais le goût de m'acheter un bâton de hockey. Ça vous donne une idée. Et donc, il y a différents moyens de soutenir cette organisation-là. Oui, il y a aussi la compagnie Firebag qui est faite par un pompier qui recycle les habits de combat désuets et qui les décontamine et qui fait d'innombrables choses. C'est merveilleux. Et il fait des sacs, des colliers pour chiens qui sont extraordinaires. Il y a plein de choses. Vous pouvez aller voir sur Firebag. Évidemment, on est... Firebag, c'est ça? Oui, Firebag Montréal. Je note ça avec grand intérêt. Là. Et vous allez voir, c'est vraiment... Ça a un look là, de... On appelle ça un bunker dans le jargon. Et ça a un look là, bunker. Il est tout jaune avec les flèches. C'est vraiment beau. Vraiment c'est génial. Puis juste donner une deuxième vie à tout ça, là, ça doit résonner. Parce qu'il y a deux mouvements. Là. Il y a recyclage et il y a les grands brûlés. Donc, Ben oui, non, j'adore ça. La Fondation est
est essentielle parce qu'elle est la seule. C'est déjà une bonne raison. Déjà, on a le début de bonne raison. Il doit y avoir quelque chose de spécial dans cette fondation-là. Parce que je regardais votre feuille de route, ça fait quand même plus de 20 ans que vous êtes là. Vous n'êtes pas là depuis le début, mais pas loin. Pas loin. Ça n'arrive plus si fréquemment que ça de voir des gens travailler dans une fondation plus de 20 ans. C'est vrai. C'est vous qui ne voulez pas partir ou c'est eux qui ne vous laissent pas partir, je ne sais pas. Je vous dirais que c'est un peu... je pense que c'est un peu des deux, mais aparté important, on est très peu. Il y a beaucoup de... Encore une fois, on pourrait penser que c'est une méga machine là, avec le calendrier, avec toutes les activités, avec les unités. Non, on n'est que 3 à gérer. 3 au département des miracles. Oui, à gérer. Quand je vous dis tout, là, chez nous, ce n'est pas dans ma tâche. On ne connaît pas ça. Ça n'existe pas. C'est pour ça, tantôt, on avait une discussion sur le titre, mais c'est comme... On n'a comme pas de titre chez nous. Tout le monde fait tout. Mais il faut savoir que les 3 employés, on est tous là depuis 20 ans. Wow! La directrice est là depuis 27 ans, moi 24, et l'adjointe administrative, ça va faire 18 ou 19, là. Bon. Qui, elle aussi, est jeune, là. On voit moins ça chez les jeunes, là. Oui. Elle a à peine 40 ans, donc... c'est tout jeune encore, ça. Oui, donc, mais ce que je veux dire, c'est que, vous venez de le dire, c'est rare, 18-19 ans, arriver jeune. Je pense que c'est l'ensemble. C'est de travailler pour une cause qui motive. 2, on dit toujours, la population les aime, les pompiers, là. Mais nous autres, si on les aime, nos pompiers, on aime ça, travailler avec nos pompiers. Moi, en tout cas, je peux pas parler pour mes 2 collègues, mais moi, c'est l'ensemble de tout ça. Avant d'arriver là, j'étais en agence de com et ça a l'air cliché, mais c'est vraiment vrai, là. Je me disais, voyons, moi, je suis en train de vendre des... je n'aimerais pas l'agence, mais peut-être que quelqu'un va allumer, mais en tout cas, bref, on avait GM Aurora, on avait Bell, on avait L'Oréal, puis je me disais, il me semble que je vends des affaires comme inutiles. Il me semble que je mets du monde dans le trou parce que ça coûte cher. Ouais. Bon. Mais là, clairement, vous avez trouvé un sens. Mais exact. Quand on arrive dans une fondation, ça compte pour beaucoup. Marie-Josée Chalifour, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci tellement. Ça va vraiment trop vite. Écoutez, je donne rapidement les coordonnées. Si vous voulez avoir plus d'informations, rendez-vous sur fondationdespompiers.ca. Sinon, c'est le 1-877-682-7709. Ça a été tellement un grand plaisir de vous avoir. Vraiment, le temps a filé. Soutenez la Fondation. Changez vos piles à chaque changement d'heure. On ne devrait plus avoir à le dire, mais clairement, il faut le dire encore. Et mettez des avertisseurs, là, parce que là, totalement. Dans le Vieux-Montréal, c'était ça. Oui, exactement. Merci encore d'avoir été là. Merci pour ce que vous faites. Merci pour votre invitation. Très apprécié. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors, bienvenue à cette deuxième partie de l'émission des Héros Anonymes. Je vous présente un tout autre organisme qui a été mis sur mon radar et que je trouve extraordinaire, que je trouve nécessaire pour nos communautés. Et j'ai le plaisir de le faire avec Agnès Moum, qui est directrice générale et fondatrice de cet organisme-là, qui s'appelle Racines Croisées. Bonjour Agnès. Bonjour Daniel. Très heureux de vous recevoir en studio avec nous. Racines Croisées, d'où ça vient, d'où ça part, et peut-être même, on verra plus tard dans l'émission, où ça va. Qu'est-ce que c'est que Racines Croisées? Racines croisées, comme le nom l'indique, des racines croisées. Souvent, on dit les racines croisées, donc au pluriel, mais cette fois-ci, c'est au singulier. Alors, qui dit beaucoup de choses et qui dit tout simplement une seule chose, donc 1 + 1 = 1. Wow. J'aime ça. Donc, on s'est inspiré de notre parcours immigratoire, donc l'arrivée au Canada, les services que nous avons eus, et on s'est posé la question, mais qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter et partager, et donc renforcer un peu ce que nous avons reçu. Et c'est de cette raison que est née Racines Croisées, avec ces objectifs vraiment de bâtir et de renforcer ce lien social. Donc, Racines Croisées est né d'une observation, de constat que vous avez fait à travers votre vécu en arrivant ici. Et Racines Croisées, c'est quoi exactement la mission et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour les gens qui ne connaissent pas cet organisme-là? Racines Croisées, quand on parle de la mission,
on peut parler de la justice sociale, mais c'est quand même très large quand on parle de la justice sociale. Plus précisément, les activités que nous menons, on est vraiment dans la démocratisation culturelle, mais où on arrive quand même à être proche avec les familles, les problématiques vraiment de base pour pouvoir arriver à aider les familles. Comme là, on a au niveau de l'alimentation, donc on travaille beaucoup avec les aliments. Nous, c'est notre outil vraiment d'intégration, parce que sachant que les gens viennent de partout et trouver des aliments qui les rapprochent, ça peut être difficile, ou bien de trouver des aliments qu'ils connaissent, ça peut être difficile. Oui, donc, nous, on est là vraiment pour aider cette communauté-là qui vient d'arriver, de trouver des aliments qui les rapprochent, tout en sachant que on le dit pas assez, mais la famine, c'est important. Ce sont des besoins de base. Quand on arrive, ou même naturellement, quelquefois on a tendance à dire que c'est le deuxième cerveau, mais moi personnellement je dis que c'est le premier cerveau, parce que manger c'est primordial. Manger c'est primordial, parce que quand on ne mange pas, on peut pas vraiment s'impliquer en tant que tel. Et dès que la famine est là, la réflexion n'est plus là. On est boosté par ce qu'on mange, et ça aide beaucoup. Alors nous, on sait, Racines Croisées, c'est vraiment donner la mission d'être proche de ces nouveaux arrivants, que ce soit nouveaux arrivants, que ce soit famille, que ce soit des immigrants déjà bien bâtis ici. Donc nous sommes là pour contribuer à résoudre ces problématiques alimentaires, le logement et l'installation. Okay. Oui, donc parce qu'on a plusieurs problématiques en tant que telles qu'on mène du jour au jour. Ben certainement. Puis des fois, on oublie qu'il faut commencer par la base. Hein? Oui, exactement. Parce que, vous savez, c'est étrange. Hein? Quand on quitte un pays, on a toujours tendance de croire que là où on va, c'est beaucoup mieux. C'est très bien parce qu'on quitte le pays. Ben, ceux qui en laissent, dépendamment de comment on quitte, alors vous êtes sauvés, vous allez arriver. Mais non, mais quand on arrive ici, c'est un autre défi. Oui. Alors, si on n'est pas bien encadré, c'est là où il y a un échec. Alors, recevoir, c'est bien recevoir. On ne peut pas recevoir des gens chez nous et les laisser partir avec beaucoup d'amertume. Donc, quand on reçoit, on doit bien recevoir pour que les gens partent et reviennent encore plus tard. Donc, pour nous, c'est important. L'installation est très importante. Donc, de comment on peut accueillir au Canada, de comment on peut accueillir au Québec, vu que nous sommes au Québec, c'est très important pour nous. Et parce qu'on voit les retombées aussi. Une personne qui vient d'arriver, qui est bien entretenue, qui est bien soutenue, et beaucoup mieux, parce que se retrouve encore beaucoup mieux que cette personne qui est juste là, parce que aller à l'immigration, compléter les documents, c'est pas tout. Ça, on peut nous indiquer quand on adresse avec le GPS aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer facilement. Mais la personne qui nous tient la main, qui nous dit, bon voilà, ici, vous pouvez trouver l'épicerie, mais vous allez trouver la salade. Si vous ne mangez pas la salade, vous ne connaissez même pas c'est quoi la salade. Et qu'est-ce que vous allez faire? Mais la personne qui va nous dire, non, la salade, elle se mange comme ça. Et il faut la nettoyer comme ça pour arriver à avoir quelque chose à manger. Ou bien, voici le poisson, mais si tu peux le pisser comme ça, tu peux bien manger. Et tout de suite, le sourire revient. La joie de vivre revient. On apprécie beaucoup plus à ce moment-là notre terre d'accueil. Parce qu'on est bien soutenu. Et même au niveau de l'installation, ce que je dis souvent, on dirait qu'il n'y a pas un lien entre le gouvernement et les nouveaux arrivants. Parce que quand on arrive, on n'a pas un dossier de crédit, mais on veut un loyer. Et comment on fait? Il n'y a personne qui veut quand même vous donner le loyer sans savoir que vous allez payer. Ah oui. Et on dit, oh non, c'est question de discrimination. Moi, je ne pense pas que c'est question de discrimination à un moment donné. Mais c'est beaucoup plus question de... Il faut un lien entre le gouvernement et les installations. Comment les installer? Comment les accueillir? Parce qu'il y a un dialogue qui ne passe pas entre disons que le gouvernement et les propriétaires. Parce que le propriétaire a besoin de son argent, sinon la banque va reprendre, c'est une reprise. Ouais. Donc, c'est important pour le propriétaire aussi d'avoir son loyer.
Mais nous, on est là pour ça. Donc, on signe des baux. On accompagne, on signe des baux les premières années pour permettre à l'immigrant de s'installer. Et après ça, on se retire du bout dès que l'immigrant a maintenant un emploi, donc un dossier de crédit. On est là pour ça. Mais ça, on n'en trouve pas. Il n'y a aucun système. Nous, on est là vraiment pour ça. Et c'est pourquoi on interpelle en ce moment ici le gouvernement à regarder quel plan on peut mettre en place par rapport à ça pour créer quand même ce service-là. Ouais. Comment on peut créer ce service? Qu'on réfléchisse ensemble de comment on peut le créer. Oui, puis c'est j'ai l'impression que c'est toute la société qui gagne au final parce que d'accueillir des immigrants, j'ai l'impression qu'on les accueille pas nécessairement. On les reçoit, c'est tout. Oui. Ils rentrent, OK, parfait. Ils arrivent au Canada, ils arrivent au Québec. Mais après. C'est pas tout. C'est pas tout d'être passé par le bureau de l'immigration, là, comme vous dites. Comment on les accueille, comment on leur donne la chance d'avoir une participation sociale, puis éventuellement une participation économique et de contribuer. Mais c'est comme si on savait qu'il y a des embûches, mais que par chance, Racine Croisée est là pour contrer ces embûches-là, puis les aider à s'investir pleinement d'une certaine façon. Là. Oui, alors Racine Croisée contribue vraiment, et on voit les retombées aujourd'hui, parce que quand on commençait, même jusqu'à présent, c'est toujours les mêmes défis, parce que le gouvernement n'est pas encore arrivé c'est-à-dire à réfléchir vraiment de ces problématiques. Regardez comme ces derniers temps, on parle, par exemple, je prends un exemple de chemin Roxane, mais ces gens qui arrivent, qu'est-ce que le gouvernement met en place vraiment? C'est pas juste d'être à l'hôtel. Non. Mais on sort de l'hôtel, qu'est-ce qu'on fait? Même pendant qu'on est à l'hôtel, on mange comment? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, et cette partie-là d'aide à base, si c'est pas vraiment bien encadré, il n'y a pas de profit après. Parce que ces gens-là sont venus pour avoir une meilleure vie et pour contribuer aussi, parce qu'on ne veut pas les retrouver au bien-être social, on ne veut pas les retrouver à l'hôpital non plus. Non. Alors, les retrouver à l'hôpital, c'est comme dépenser beaucoup plus. Ouais. Mais par contre, les encadrer et les amener au marché du travail, c'est profitable pour le pays, c'est profitable pour l'économie. Et c'est là où nous pouvons dire qu'on a gagné. Plus on intègre, plus on installe, c'est là où on gagne. Parce que ces mêmes personnes sont quand même aptes de redonner. Ah ben oui, c'est toute la société qui gagne si on prend bien soin de ces gens-là, puis qu'on leur offre vraiment des opportunités et qu'on leur tend la main. J'ai goût de dire certainement, puis on en a besoin. On le voit bien avec la situation de la main-d'œuvre. On a besoin de gens, on a besoin. On a besoin et c'est sûr que ça ne se fait pas sans défis. Hein? L'intégration, la diversité culturelle, ça amène des défis, ça amène beaucoup de nécessité d'éducation, parce que, qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, il y a encore du racisme, il y a encore des perceptions, il y a encore des craintes, il y a des enjeux systémiques, là, on n'a pas tout réglé. Donc oui, quand les gens viennent ici, des fois, ils viennent peut-être dans un régime politique qui est plus favorable, mais dans une société qui n'est peut-être pas encore totalement, pleinement inclusive, qui tend parfois, mais qui aura certainement certains défis. Est-ce que vous contribuez un peu à créer des fois ces rapprochements-là entre différentes communautés ou entre Québécois de différentes générations et les nouvelles générations qui arrivent ici? Oui, là, c'est notre mandat. Ah, okay. Vous savez, moi, je parle toujours, quand on parle du racisme, on parle de... Tout le monde peut être raciste. Tout le monde peut avoir un petit clin d'œil en sous-estimant déjà. Dès qu'on sous-estime l'autre, c'est déjà sous forme... Oui. C'est une autre forme. Mais moi, je dis la connaissance de l'autre, c'est très important. Dès qu'on connaît la personne, la connaissance de l'autre, on n'a pas besoin de rentrer chez la personne, mais c'est juste de savoir d'où la personne vient, quelles sont ses habitudes. Alors, on connaît mieux la personne et on peut, à ce moment-là, créer comme un espace, comme on dit, un espace public à respecter, un espace privé à respecter. Donc, tout part par là. Alors, c'est en mettant des activités où tout le monde est ensemble, et tout le monde se respecte dans un espace public, ça peut amener les gens à se connaître. Donc, la connaissance de l'autre, c'est très important. Et nous, Racine Croisée, on a ça pour but quand même. Parce que si vous regardez bien nos services, quand on commençait, on croyait que c'était un service qui allait juste... je me disais, bon, je suis africaine, c'est peut-être les problèmes nutritionnels, c'est vraiment moi. Mais non.
notre service alimentaire, c'est vraiment tout le monde. On voit que ça touche tout le monde, que ce soit le Québécois, que ce soit les migrants, ça touche tout le monde. Alors, pour nous, c'est un service qui a gagné, qui a besoin d'avoir vraiment beaucoup d'écho et beaucoup d'aide. Parce que ça ne répond pas juste à une seule communauté, ça ne répond pas juste à une seule classe sociale, ça répond vraiment, c'est le besoin de tout le monde. Parce que c'est pas, moi, même quand on parle de la pauvreté, c'est pas seulement celui qui est au bien-être social, on peut être pauvre en travaillant. Parce que si le salaire ne nous permet pas, comme tout est cher présentement, les étudiants, alors, moi, je ne dirais pas qu'un étudiant est pauvre. Pour le moment, n'a pas les moyens pour s'acheter quoi que ce soit, mais qui a besoin d'un soutien. Et nous, notre service alimentaire, ça répond à tout ça. Ça répond aux besoins des étudiants, ça répond aux besoins des travailleurs, mais qui ne gagnent pas vraiment beaucoup. Moins qu'on a un enfant, on achète une voiture, les assurances, on sait très bien que l'hiver, ça prend une voiture, les dépenses. Et où on va couper, c'est toujours dans la nutrition. Ben oui, toujours. Donc, toujours dans la nutrition, parce que c'est là où on ne peut pas nous mettre dehors, parce qu'on ne peut pas ne pas payer notre loyer. Donc, c'est là où on va couper. Et la culture, qu'on ne peut plus consommer la culture. Mais la culture, c'est important parce que, sauf si c'est l'ouverture d'esprit. C'est là où on va connaître l'autre aussi. Oui. Alors, si on n'a pas cette connaissance, si on ne connaît pas l'autre, comment on va faire? C'est ça. Et c'est des besoins de base. Oui, bien écoutez, on va prendre une courte pause là-dessus, si vous voulez bien. On est avec Agnès Moon, qui est directrice générale et fondatrice de Racines Croisées. On poursuit cet échange-là fort intéressant dans quelques instants. Merci. Alors, on est de retour pour cette conversation-là fort intéressante, comme je le disais, avec Agnès Moon, qui est directrice générale et fondatrice de Racines Croisées. Vous avez parti cet organisme-là, si mes sources sont bonnes, il y a quoi, à peu près en 2005? En 2006. En 2006, voilà. En fait, légalement enregistré en 2006. Mais sinon, ce sont des activités qu'on commence toujours dans notre sous-sol, la cour, chez nous. Et puis après ça, on se rend compte que maintenant, le volume est là, il faut peut-être donner la place aux enfants à la maison. Et puis... puis structurer tout ça. En 2006 et 2023, qu'est-ce qui a changé? Oui, peut-être pour Racines Croisées, mais est-ce que vous avez observé comme changement avec les nouveaux immigrants, avec les personnes qui arrivent ici, avec les besoins, les services? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce que vous offriez comme service au départ et maintenant, plusieurs années plus tard? Plusieurs années plus tard, je vous dirais que la demande est grande. Oui. La demande est grande. On voit une obligation aussi, même au niveau de la formation. Il faut qu'on se forme, il faut aller chercher des capacités pour pouvoir mener ce mandat. Parce que quand on commence ce genre d'activité, vous voyez, on ne se dit pas est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on se lance parce qu'on aime ça. Mm-hmm. On se lance parce qu'on veut aider. On se lance parce qu'on veut contribuer. Ouais. Mais maintenant, la gestion, ça prend des connaissances. Donc, ce qui a changé, c'est que ça nous implique et ça nous oblige, en ce moment ici, d'être vraiment très assidus au niveau de la gestion pour être sûr que le travail est bien fait de ce que nous apportons, mais au niveau de service en tant que tel, les gens sont très contents. Mais nous, maintenant, il faut renforcer nos capacités pour être encore à la hauteur parce que ce n'est plus des familles de 80 personnes, disons 80 familles, mais là, on est avec 300 familles. Donc, 300 familles et plus. Nos Noël, c'est plus que 700 familles. Donc, vous voyez le volume. Alors, c'est plus
C'est plus une activité. Oui, c'est beaucoup de pression. Ce n'est plus une petite activité qu'on pouvait faire n'importe comment, avec juste la joie. Ouais. Maintenant, c'est la joie, les compétences, l'obligation aussi, le respect de la place publique. Il y a ça aussi parce que l'espace privé, on peut gérer n'importe comment, mais l'espace public, ça ne se gère pas n'importe comment. Il faut respecter les gens. Donc, ça demande ces obligations-là. Et maintenant, les enjeux aussi, on sait très bien que quand le volume est comme ça, c'est aussi le côté financier qui doit suivre. Ben oui, parce que ça mobilise les gens, c'est des emplois à temps plein, plus que temps plein même, parce qu'on peut même travailler même en dormant, parce qu'on rentre avec un dossier, on revient le lendemain, on se dit, mais où on va avoir l'argent pour pouvoir arriver à faire ça, à payer un loyer, à faire ceci, parce que le besoin est criant. Ouais, c'est pas un travail d'usine, là. Vous faites pas vous punchez pas à la fin de la journée, puis vous fermez le dossier. Là, on ne ferme pas de dossier ça vous habite toujours. Là. Oui, on se fait appeler à n'importe quel moment, imaginez-vous. Ben oui, j'imagine. On se fait appeler à n'importe quel moment. Quelquefois, vous vous posez la question, mais mon Dieu, cette personne n'a pas vu il est déjà 1h du matin, que je ne peux plus prendre le téléphone. Mais là, tu te dis, tu vas le prendre le téléphone, peut-être c'est une urgence. OK, tu prends, c'est là, on dit, OK, s'il vous plaît, vous pouvez appeler demain, ou bien aller ici, à cet endroit, peut-être qu'on peut vous aider en ce moment ici. Wow. C'est très demandant. Très demandant. Et dans votre cas, comme la nourriture est un peu, oui, sert, mais aussi un contexte pour rencontrer ces gens-là, leur venir en aide, le prix de la nourriture n'a pas diminué dans les dernières années, dans les derniers mois. Est-ce que c'est un enjeu aussi, le coût des aliments? Parce que pour en offrir, vous en recevez peut-être une partie, mais il faut en acheter des fois une partie. Oui. Donc, le besoin augmente, le coût des aliments augmente. Probablement que votre financement n'augmente pas à cette même vitesse-là. Donc, ça doit être fragile aussi à un certain point. C'est très, très fragile. C'est très fragile. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement pense pour pouvoir faire quelque chose. Cette année, nous, on a quand même eu la chance d'avoir Cogir avec nous et Centraide. Alors, ça nous a aidés, mais c'est pour 12 mois, là. Et 12 mois, ça passe vite. Ça passe extrêmement vite. Ça passe vite, et même jusque-là, parce que c'est vraiment pour nous permettre d'être à un endroit, mais au niveau alimentaire, c'est pas assez, parce que pour nous, l'achat par semaine, si on va dans les 4 000, 5 000 $, alors comment on peut arriver sans compter que Moisson Montréal nous en donne aussi? Ouais. Une chance que vous en avez une partie, mais ce n'est pas tout. Là. Mais c'est pas tout. On sort à peu près 20 cubes de nourriture à Moisson Montréal chaque semaine, et je peux vous dire que nos frigos sont vides. Oui, c'est ça. Je pense pas que je pense pas qu'il vous en reste beaucoup. Non, il y en a même pas, parce que souvent c'est qu'il y en a pas. Souvent on est obligé d'écrire qu'on n'a plus assez, parce qu'il peut en avoir, mais c'est pas on complète pas un panier de la semaine avec ça. Donc c'est juste que on pouvait avoir, comme on dit, un dépannage. Mais nous, le service n'est pas pour le dépannage. Le service, c'est vraiment pour pouvoir vous permettre de vous accompagner la semaine avec les enfants. Donc, si vous avez peut-être besoin d'aller acheter un peu de lait, oui, mais on doit trouver, si vous mangez la viande, vous devez avoir la viande, un peu de poisson, un panier équilibré. Un panier équilibré, pas juste que, ce qu'on voit, c'est ce qu'on mange. Tout à fait. Vous faites un travail qui est, ma foi, essentiel. On a parlé un peu du rapprochement entre les peuples et les cultures, puis il y a je ne sais pas si c'est le petit frère, la petite sœur, le grand frère, la grande sœur. Il y a le festival Afromonde qui est aussi autour de tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce festival-là pour les gens qui n'ont pas accédé? Oh oui, Afromonde. Quand je parle d'Afromonde, j'ai toujours envie, parce que ça donne envie de danser le soleil. Je vois les étoiles dans vos yeux quand on parle. C'est un gros morceau, morceau. Et petit frère, grand frère, petite sœur, je ne sais pas, mais c'est un projet qui anime beaucoup Montréal. Et le projet Afromonde est venu aussi pour contribuer quand même au calendrier, dans notre calendrier mosaïque de Montréal, tout en sachant qu'il y a eu des immigrants, il y aura toujours des immigrants, mais il y a beaucoup de jeunes nés ici. C'est pourquoi on a appelé ça Afromonde. On n'a pas voulu réfléchir beaucoup sur un nom en tant que tel.
On a appelé ça Afromonde, Festival Afromonde, pour donner la possibilité aux jeunes artistes montréalais d'avoir une scène publique et une scène professionnelle. Ouais. Donc, on se bat pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas encore arrivé vraiment à ce qu'on veut, mais on se dit qu'en travaillant et en invitant aussi des promoteurs, des commanditaires, parce que pour nous, les commanditaires ne nous voient pas, on n'est pas assez gros, on fait pas de chiffre d'affaires de ce qu'ils veulent voir, mais le gouvernement devrait nous voir, parce que si on dit l'immigration prend son envol, on veut recevoir le rapprochement, la connaissance de l'autre, les échanges, c'est là où ça se passe. Et vous savez, moi j'ai toujours dit, la nourriture c'est un véhicule, vraiment là, c'est que il y a la musique, il y a la nourriture. Ça rassemble tout le temps les gens. C'est l'âme et le ventre à la fois. C'est extraordinaire. Alors, ce festival est là pour rester parce qu'il représente, il est fait pour Montréal, il représente le visage de Montréal. Donner la possibilité aux jeunes d'avoir une scène professionnelle. La programmation est vraiment comme le personnage de ce festival, c'est des jeunes. Wow. Des jeunes. Et c'est ce qu'on veut. On interpelle le gouvernement là-dessus, on interpelle les commanditaires de donner, parce que la jeunesse, là, c'est ça, le Québec c'est ça, du lendemain. Alors, on ne peut pas ne pas les renforcer si on veut avoir comme un espace public agréable pour tout le monde. Totalement. Et ça se passe, si je ne me trompe pas, au mois d'août. Hein? Oui. Généralement, là, Quai du Vieux-Port ou... Oui, au Quai du Vieux-Port du 17. Cette année, c'est du 17 au 20 août, au Quai du Vieux-Port, au Quai de l'Horloge, Vieux-Port. Donc, c'est là où on aura la possibilité d'échanger, de voir un peu ces jeunes-là s'activer sur la scène et de manger aussi un peu toutes les saveurs afro, de venir découvrir. C'est une découverte. Et cette année, ce que nous voulons, nous sommes en train de travailler quand même au niveau de la programmation. Je le dis déjà, c'est pas encore sur le site, mais on est en train de créer la route de Québec avec les jeans québécois. Parce que, comme on dit, c'est la connaissance de l'autre, l'échange. Alors, nous sommes au Québec et ces jeunes sont nés au Québec. Le Québec leur appartient. Mm-hmm. Alors, nous tous, nous sommes Québécois. Et voilà. Alors, c'est notre richesse à un seul endroit, au Quai de l'Horloge. Mais quel beau moment de rencontre ça crée. Oui. Certainement, et ça contribue à... c'est ça, à aller vers l'autre et vice-versa. Vice-versa, totalement. Exactement. Et donc, à apprendre à se connaître, parce que l'ignorance est probablement un des plus grands dangers, des fois, dans notre société, lorsqu'on ne connaît pas l'autre, qu'on ne le comprend pas et qu'on ne fait rien pour que ça arrive. Ben vous j'ai le goût de dire, vous provoquez le destin un peu. Oui. En ce sens-là. Et ça, tant mieux. Tant mieux qu'il y ait des gens comme vous qui le faites. Si je vous parle de Racines Croisées des prochaines années, à quoi vous rêvez pour Racines Croisées? Pour Racines Croisées, et personnellement, et je pense que ça c'est le vœu de tous les membres aussi, et même des usagers, c'est d'avoir un centre. Oui. D'avoir un centre, stabiliser vraiment Racines Croisées, avoir un centre, ne plus avoir besoin de déménager, être vraiment proche de ses usagers et travailler main dans la main avec le gouvernement pour pouvoir arriver à contribuer comme il faut, à représenter aussi les besoins, disons que les besoins de ces usagers. C'est vraiment le soin. Je ne peux pas dire que le gouvernement n'est pas là présentement, il est là, mais une stabilité, c'est important parce que sinon les gens vont être malades. Moi, je parle de mes bénévoles, de mes employés. Nous sommes une équipe formidable parce que toute la différence que nous avons, c'est ça qui fait Racines Croisées. Ouais. Et on veut continuer à travailler là-dessus. Les bénévoles sont très contents, mais nous voulons avoir un espace. On voudrait être un organisme qui peut fonctionner comme tous les autres organismes, lever des fonds, être sûr que nous avons un soutien financier qui peut nous permettre aussi de faire ce travail-là sans
avoir à être très stressé parce qu'à un moment donné, ça joue aussi sur la santé. C'est parce clair. que si on sait que demain matin, on ne sait pas comment on va faire pour payer le loyer, ça, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Je vous souhaite de pouvoir vous poser, de trouver votre lieu pour que votre mission perdure. Agnès Moum, merci beaucoup. C'est déjà tout le temps qu'on avait. L'émission passe extrêmement vite en votre compagnie. Avec Agnès Moum, qui est directrice générale et fondatrice de Racines Croisées, d'ailleurs. Si vous avez été interpellé par l'organisme, que vous en ayez besoin, que vous souhaitez la soutenir, rendez-vous sur racinecroisées.ca et on se rappelle que c'est au singulier. Également, pour la Banque alimentaire, vous pouvez joindre le 514-225-3448. Merci encore d'avoir été avec nous. C'était un très, très grand plaisir. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche, comme toujours, et à vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêtés encore une fois sur notre émission. Merci d'avoir pris le temps de découvrir CO Anonyme. Je vous souhaite une bonne semaine. Au plaisir de vous retrouver. Prochaine heure. Pas la prochaine heure. Prochaine semaine, même heure, même poste. À très bientôt. Merci.